Euh, Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Frédéric Gosselin, je suis professeur en génie mécanique à Polytechnique Montréal. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que c'est bien moi qui est dans votre écran? Vous pouvez faire le speaker view en haut à droite sur Zoom si vous voulez que Tout est j'apparaisse en plus beau. gros. On te voit bien. Merci. Je suis professeur à Polytechnique Montréal et puis je suis un des co-directeurs du laboratoire de mécanique multi-échelle. Donc, dans la présentation aujourd'hui, je vais vous parler de modélisation, d'optimisation et d'automatisation du procédé de mise en forme par grenaillage. Donc, je suis membre collaborateur au Régal. Je travaille surtout dans l'axe 2, pour ce qui est de la transformation et puis de la mise en forme de l'aluminium. Donc, les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui, ils ont été réalisés avec mes collègues Martin Lévesque et Farbod Kamenefar, qui sont respectivement membres et membres collaborateurs du Régal. Et puis, ça implique plusieurs étudiants, Vladislav Suchitsky, membre Régal, Wassim Sigardidjan, qui n'est pas membre, et Pierre Faucheux, qui a déjà été membre, mais qui a maintenant terminé sa thèse. Donc, c'est des travaux faits en collaboration avec les partenaires industriels Aérosphère, basés à Montréal, ainsi que Airbus à Toulouse, le professeur Wim Van Ries au MIT, puis Pierre-Olivier Dubois au CTA. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le grenaillage? Mais le grenaillage, c'est un traitement de surface. On envoie des particules à haute vitesse, donc typiquement de la céramique ou de l'acier, des particules qui font à peu près 1 mm de diamètre sur des pièces d'aluminium. C'est fait sur à peu près toutes les pièces structurales en aluminium ou en métal d'un avion, typiquement pour améliorer le fini de surface et puis améliorer la vie en fatigue des pièces. Mais si ce traitement-là, il est fait sur des pièces minces, on peut s'en servir pour faire la mise en forme des composantes. Donc, ce qu'on voit ici, c'est des différents panneaux d'ailes d'avion. Donc, les panneaux qui donnent leur forme aérodynamique aux ailes, c'est des panneaux minces en aluminium qui ont été pré-usinés, qui après ça vont être courbés pour leur donner leur forme aérodynamique par la mise en forme par grenaillage. Donc, c'est un traitement qui est encore très manuel aujourd'hui, donc c'est assez surprenant. La prochaine fois que vous embarquerez dans un gros avion, un gros Boeing ou un Airbus, les ailes ont été mises en forme manuellement par un opérateur. Donc, déjà en partant, on peut se demander est-ce qu'on a toute la reproductibilité de la mise en forme des pièces qu'on pourrait avoir si on avait un traitement automatisé. Puis après ça, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est un traitement qui est c'est un travail qui est à la limite artisanal. Donc, on apprend à faire le travail de mise en forme par grenaillage avec des années d'expérience. Et c'est un travail qui est très physique. On voit l'opérateur ici qui tient le gros tuyau sur son épaule. Donc, ça engendre des problèmes de maux de dos à la longue. Et puis, dans une ligne d'approvisionnement où on dépend beaucoup des opérateurs très spécialisés qui détiennent une expertise qui s'enseigne pas vraiment à l'école, ça peut être problématique. Donc, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est rendre le procédé plus scientifique, mettre plus d'ingénierie dans la mise en forme elle-même pour être en mesure de venir l'automatiser. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, la mise en forme par grenaillage? On a, imaginons une plaque plane initialement, et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient l'impacter par une multitude de grenailles. Et donc, ce que les grenailles vont faire, c'est qu'à chaque impact, les grenailles voyagent tellement vite qu'elles vont engendrer des déformations plastiques à la surface du matériau. Et donc, en engendrant les déformations plastiques à la surface du matériau, c'est comme s'ils venaient étirer la matière, en fait. Et donc, si on vient répandre ce traitement-là à toute la surface de la plaque, on peut imaginer que la couche supérieure, donc la fine couche bleue ici, c'est comme si elle avait été étirée par le traitement. Donc, dans les faits, alors que la couche en dessous blanche, elle a été non affectée par le traitement. Donc, dans les faits, nos deux couches ici, elles sont solidaires, elles peuvent pas se déformer l'une sans l'autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand la couche supérieure veut s'étirer alors que celle en dessous veut pas? Ça fait en sorte que tout le truc va plier. Donc, ça va engendrer de la courbure. Donc, c'est le principe de base. Donc, comment est-ce que nous, on vient simuler ça? C'est qu'il faut s'imaginer que si on veut faire la mise en forme d'une composante aérospatiale,
ça va prendre des millions d'impacts. Donc, ce serait impensable de faire une simulation numérique de tous ces impacts-là avec des lois de comportement non linéaires. Donc, ce serait juste trop gros comme problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le problème en une échelle globale puis son échelle locale. Donc, on va passer à une échelle locale. Donc, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est des simulations d'impact. Donc, on va venir simuler un matériau avec la loi de comportement correspondant à notre alliage. Et puis, on va venir simuler les impacts un par un sur un maillage très raffiné. Et on va venir, en fait, homogénéiser les contraintes résiduelles qui vont être engendrées dans cette simulation d'impact-là. Et puis après ça, ce qu'on peut faire, c'est en tirer des conclusions sur la pièce globale. Par contre, ces simulations-là, bien qu'elles sont faisables dans certains cas, elles demeurent très difficiles parce qu'elles elles sont très dépendantes de la loi de comportement du matériau à très haute vitesse de déformation. Donc, à très haut taux de déformation. Donc, plus haute que ce qu'on peut typiquement obtenir avec des barres Hopkinson. Donc, ce qu'on va être plus prône à faire, ça va être d'utiliser des coupons, d'avoir une approche expérimentale où là, on va prendre un petit coupon du même alliage que notre pièce et puis on va venir le traiter, puis on va voir comment ce petit coupon-là se déforme. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de l'expansion de ce coupon-là, on va extrapoler ça à ce que ça ferait sur notre pièce en elle-même. Donc, on va venir calculer en fait l'expansion, ce qu'on appelle les eigenstrains, de la couche supérieure qui a été affectée par le traitement de grenaillage. Et après ça, ben, ces eigenstrains-là, cette expansion-là du matériau, on va venir la peindre dans notre simulation globale. Comment on fait ça? Ben, c'est en fait comme une expansion thermique. Donc ici, notre analyse de déformation globale, elle va uniquement nécessiter des simulations linéaires en termes de matériaux, bien que géométriquement non linéaires. Donc les courbures et les déflexions vont être grandes et engendrer des non-linéarités géométriques, donc des changements de direction des normales en fait. Donc le premier test qu'on a fait avec notre méthode de simulation, c'est celui de grenailler une plaque carrée uniformément. Donc, ce qu'on voit ici sur le graphique, c'est en bas, on a l'intensité du traitement de grenaillage exprimée sous forme adimensionnelle. Donc, ici, on a un traitement très peu intense ou une plaque épaisse qui va être peu affectée par le traitement, alors qu'à droite, on a une plaque très mince qui va être grenaillée avec très haute intensité. Alors que sur l'autre axe ici, on a les deux courbures exprimées encore une fois de façon adimensionnelle. Donc, pourquoi deux courbures? Parce qu'on imagine une plaque carrée, elle peut se plier dans un sens selon X, puis se plier dans l'autre sens selon Y. Donc, quand on va commencer à traiter cette plaque-là, si on la traite à faible intensité, ce qu'on va observer, c'est que nos deux courbures vont être identiques. Donc, on a les deux traits de courbure un par-dessus l'autre ici. Donc, ce que ça veut dire, c'est que notre plaque se déforme comme une sphère, en fait. Par contre, si on traite de façon plus intense, ou si on vient réduire l'épaisseur de notre plaque, on va atteindre une bifurcation. Et donc, à la bifurcation, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nos deux courbures vont se séparer. Donc, on va avoir une courbure qui va être très grande, puis une autre qui va tendre vers zéro. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une grande courbure, puis une qui tend vers zéro? En fait, ben, c'est qu'on a une grande courbure ici, alors que l'autre tend vers zéro, donc l'autre, elle est droite. Donc, on a formé un cylindre. Donc, à faible intensité, on forme des sphères. À haute intensité, on forme des cylindres. Et donc, ces premiers résultats-là nous ont permis d'expliquer des expériences qui avaient été faites chez un sous-traitant d'Airbus qui avait traité des plaques d'un même alliage d'aluminium avec un même traitement de grenaillage de façon uniforme, mais c'était des plaques d'épaisseur réelle, donc 5 mm, 10 mm, 15 mm. Et puis eux, ils avaient été surpris d'observer que les plaques minces de 5 et de 10 mm se courbaient comme des cylindres, alors que la plaque épaisse, elle adoptait plutôt une forme de sphère. Et donc, lorsqu'on vient tracer les points de ces courbures-là sur notre graphique, on voit que ça marche plutôt bien. Donc, ce qui explique les résultats de ce sous-traitant-là, c'est l'instabilité de la bifurcation
des différentes courbures. Donc, on est capable de venir grenailler, de venir simuler notre traitement de mise en forme par grenaillage. Donc, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on a notre forme initiale, on vient ensuite appliquer un certain patron de grenaillage, donc on vient dire dans la zone rouge ici, on grenaille en dessous, dans la zone bleue, on grenaille au-dessus. Et pour une certaine intensité de grenaillage avec tel paramètre de notre plaque, nos simulations sont capables de venir calculer la forme finale qu'on va obtenir. Donc, on est bien content. Cependant, les industriels, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est le problème suivant. C'est qu'on a une plaque ou une pièce initiale, et puis on a le dessin CAD de la pièce finale qu'on veut former. Donc, comment est-ce qu'on passe de notre plaque plane pour en arriver à notre pièce formée? Ben, faut trouver c'est quoi le bon patron de grenaillage avec les bons paramètres. Et puis ça, c'est quoi? Ben, c'est le problème inverse. Donc, comment est-ce qu'on peut s'attarder au problème inverse? Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit fermer son micro. Donc, comment est-ce qu'on peut venir résoudre le problème inverse? Est-ce que vous me voyez toujours? C'est qu'on va faire un problème d'optimisation qui est le suivant. Donc, dans ce cas-ci, on a fait une simulation par élément fini. On a en trait plein la forme finale qu'on souhaite venir former. Et donc, on a deux barres libres ici. Et puis, sur les deux barres ici, on a des plans de symétrie. Et ce qu'on voit avec le maillage ici, c'est notre logiciel d'optimisation qui vient optimiser le patron de grenaillage pour faire déformer la plaque de façon à ce qu'elle vienne épouser la forme voulue. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est qu'on vient utiliser la discrétisation de notre plaque, nos éléments, et pour chaque élément, on va lui attribuer une intensité d'expansion locale ou d'intensité de traitement. Et on vient tout simplement mettre ça dans une boucle d'optimisation multiparamètres, un peu comme on ferait une optimisation topologique. Et ainsi, ben, on va trouver le patron à venir grenailler sur la surface supérieure et puis le patron à venir grenailler sur la surface inférieure. Et donc, on voit qu'après une centaine d'itérations ou peut-être une dizaine de minutes de calcul, on arrive à la forme souhaitée. Donc, est-ce que ça fonctionne? Ben on a testé ça dans notre robot de grenaillage au CTA à Saint-Hubert. Donc, comment on a fait le pattern? Ben, c'est qu'on a pris une plaque plane d'aluminium et puis avec du duct tape, on a fait un masque correspondant à la forme qui avait été calculée par notre logiciel d'éléments finis. Et ensuite, bon, on est venu faire la mesure CMM de la déformée de notre plaque. Donc, vous aurez reconnu en fait que la forme dont on ne simulait qu'un quart dans le transparent précédent, ben, à cause des plans de symétrie, en fait, c'est la forme d'une selle. Et donc, on est venu déposer cette plaque-là qui est assez mince sur un support qui a le même contour que la forme voulue. Et ce qu'on obtient, ben, c'est ça ici, où on a la simulation élément fini, donc ce qui a été calculé par notre code d'optimisation. Et en couleur, ben, on a les mesures CMM. Donc, ce qu'on voit, c'est que qualitativement, on réussit très bien à venir matcher la forme de la plaque voulue. Quantitativement, bon, on a une certaine erreur, donc de plus ou moins à peu près 2 mm, ce qui est quand même encore acceptable, mais quand même assez gros. Donc, dans un premier temps, on a une technique qui fonctionne. Cependant, c'est quand même assez long. Et ça nous prend plusieurs minutes pour calculer une plaque carrée. Donc, on imagine que si on voulait venir optimiser notre traitement sur une vraie pièce d'avion, et puis on voulait avoir ça en boucle de rétroaction dans un processus automatisé, ben, on voudrait quelque chose qui se calcule plus vite. Donc, on est allé plonger dans la mécanique des plaques, notamment dans la mécanique des plaques non euclidiennes. Ce que ça veut dire non euclidienne, c'est juste que c'est une surface qui peut plus être mise à plat, qui est plus comme un truc cartésien.
Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que on pouvait avoir une très bonne approximation du traitement de grenaillage du patron à appliquer si on venait matcher la courbure moyenne locale qu'on souhaite obtenir avec l'intensité du traitement. Donc, on cherche à obtenir une plaque un peu déformée qui est courbée dans les deux sens. Et donc, si localement, on vient matcher la courbure avec l'intensité de traitement, on obtient une première itération de notre traitement qui est quand même pas mal. Et donc, après ça, ce truc-là, si on vient le mettre dans une boucle itérative, on est capable de venir le raffiner beaucoup plus rapidement. Là. Donc, en 3 et 7 itérations plutôt qu'une centaine comme tout à l'heure. Et puis, l'autre grosse avancée ici, c'est que dans l'optimisation précédente, on avait imposé au code d'utiliser un traitement de grenaillage d'intensité connue. Maintenant, ici, ce qu'on vient dire au code, c'est viens faire le clustering de toutes ces courbures-là qu'on souhaite obtenir pour un nombre arbitraire de contraintes, un nombre arbitraire de traitements de grenaillage. Donc, dans ce cas-ci, on a dit au code, sors-nous la forme avec juste un traitement qu'on peut appliquer de part et d'autre de la plaque. Et donc, il a fait un clustering, il a trouvé le pattern qu'on devrait appliquer de façon à venir engendrer le moins d'erreurs possibles en venant discrétiser en fait un traitement qui varie graduellement ici avec un traitement discret dans la plaque ici. Donc ça, ce sont des travaux en cours qui sont en ce moment en train d'être validés dans les tests expérimentaux. Et puis le dernier problème que je veux vous montrer, c'est celui d'utiliser l'intelligence artificielle pour venir résoudre ce problème inverse-là. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient résoudre des dizaines de milliers de cas de simulation par élément fini. Et donc, dans un premier temps, pour générer cette dizaine de milliers de cas de simulation-là, il faut générer des patrons de grenaillage aléatoires, mais qui ont une forme relativement réaliste. Donc, on fait ça en venant résoudre des labyrinthes générés automatiquement, ce qui nous donne des patrons qui ont un air un peu réaliste. Et après ça, on met ça dans une boucle pour résoudre ça à la chaîne sur un logiciel d'éléments finis pour en trouver la flèche. Donc, c'est une étape offline, comme on dit, qui peut être réalisée dans ce cas-ci en moins de 24 heures sur n'importe quel ordinateur. Et une fois que c'est fait, on peut entraîner un réseau de neurones à faire le lien entre le traitement, le patron de grenaillage qu'on va appliquer et la déformée finale qu'on va obtenir. Et donc, une fois que notre réseau de neurones a été entraîné à faire ça, notre réseau de neurones devient hyper efficace pour résoudre le problème inverse. Donc, maintenant qu'on veut l'interroger pour savoir quel traitement appliquer pour obtenir une déformée voulue, il nous donne la réponse en des microsecondes. Donc, on parle d'à peu près 50 microsecondes. Donc, le traitement, tout le calcul a été fait offline et une fois qu'on arrive pour interroger notre code, ça se fait en quelques microsecondes. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est que la déformée, l'erreur entre la forme voulue et puis la forme calculée par notre code de réseau de neurones est à l'intérieur de 1 millième de la distance normalisée pour pratiquement tous les cas. Ça, en fait, ça marche pour différentes intensités de grenaillage. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré une courbe avec la bifurcation en fonction de l'intensité de grenaillage. Et bien qu'on soit dans un cas où l'intensité de grenaillage elle est faible, et puis on obtient plutôt une sphère, ou qu'on soit dans l'intensité forte et puis qu'on est plutôt dans des cylindres, notre approche du problème inverse par le réseau de neurones fonctionne dans les deux cas. Et donc, juste avant de conclure, je veux vous montrer qu'on est en train de travailler sur l'automatisation. Donc, ce qu'on a ici, c'est notre jig pour venir grenailler avec le robot de grenaillage qui nous permet de venir grenailler de part et d'autre notre plaque. Et l'idée, c'est qu'on veut emmener le scanner 3D dans la boucle
pour en fait faire une rétroaction, voir de combien nos plaques se sont déformées quand on les a traitées, pour ensuite venir corriger dans une deuxième passe. Donc, pour conclure, on a développé des modèles basés sur une approche locale globale qui nous permettent de calculer la mise en forme par grenaillage. On développe différents modèles d'optimisation pour résoudre le problème inverse de trouver le patron et les paramètres de grenaillage qui vont nous permettre d'obtenir la forme souhaitée. Et puis, l'automatisation, ben, c'est quelque chose qui est en chemin. On n'est pas tout à fait rendu là encore. Donc, bien évidemment, tout le travail qui a été présenté ici, c'est pas moi qui l'a fait, c'est plutôt les étudiants du laboratoire, donc notamment Pierre Faucheux, qui a terminé sa thèse, Wassim Sigardidjan et Vladislav Suchitsky, qui sont tous les deux en train de faire des expériences en ce moment pour leur thèse. Plusieurs stagiaires, il y a Van Raphaël Guillaume. On a l'associé de recherche Hong Yang Miao, qui elle aussi est membre régal, qui s'occupe de tout le volet expérimental lié au grenaillage. Mes collaborateurs, Pierre-Olivier Dubois au CTA, pour tout ce qui est automatisation du robot de grenaillage, Wim Van Ries pour tous les modèles à base des plaques non euclidiennes, et puis Farbod Kamenefer pour tout ce qui est intelligence artificielle et puis calcul, utilisation des données de scanner 3D, et puis Martin Lévesque pour m'avoir tiré le bras pour faire de la mise en forme par grenaillage. Et évidemment, ben, on remercie le soutien de nos partenaires industriels et financiers ici-bas. Donc, merci beaucoup.